Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver du coup enfin pour une nouvelle vidéo. Je crois que je vous avais déjà dit au moment de la vidéo de Noël sur les décorations que je reviendrai bientôt. Bon, vous comprendrez du coup qu'il s'est passé plein de choses entre temps. Bon, je vous annonçais du coup et vous comprendrez dans le titre de la vidéo pour ceux qui ne savent pas que donc je suis enceinte et en plus on a déménagé. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses. J'aurais aimé faire cette vidéo il y a quoi 15 jours, 3 semaines quand on pensait être suffisamment installé. Sauf qu'on n'avait pas internet, rien n'était prêt du coup là dans mon bureau. Bon, je reconnais, je voulais que le fond pour les vidéos YouTube soit un peu mieux que ça. Il y a des choses encore dans ce coin-là. Il n'y a rien qui est accroché derrière moi et tout. Bon, et puis je pense que le cadrage il n'est pas idéal. Mais pour le moment, je pense qu'on va s'en contenter. Sinon, ça va prendre encore un peu de temps. Petit aparté, je vous ferai aussi une vidéo bien sûr de la maison une fois que ce sera plus ou moins fini l'installation. Il reste quand même pas mal de choses à faire. Mais promis, j'oublie pas. Du coup, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de quelque chose dont je n'ai pas encore parlé, notamment sur Instagram, puisque pour tomber enceinte, j'ai dû avoir recours à une stimulation ovarienne puisque on m'a diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques et je voulais vraiment en parler parce que je sais qu'il y a énormément de femmes dans cette situation. Moi j'ai des amies qui sont dans cette situation, je pense que l'une d'entre elles se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo et je sais que ça peut beaucoup inquiéter, donc ce que je veux c'est aussi rassurer et expliquer ce qui peut se passer justement au moment où le projet bébé arrive. Donc déjà, sachez que, bon là ce que je tourne, donc c'est dans la nouvelle maison et je suis enceinte de 4 mois et demi, mais il y a des petits morceaux de vidéos que je vous mettrai qui sont, on était dans notre ancien appartement que vous connaissez bien. Et ça, ce sont des morceaux de vidéo pendant le diagnostic et surtout le traitement. Donc je les inclurai, je sais pas trop comment je vais faire. Mais voilà, ne soyez pas surpris. J'avais filmé à ce moment-là aussi pour garder une trace de cette aventure. Sans me douter que la première stimulation fonctionnerait. Donc j'ai d'autant plus bien fait de filmer, mais en tout cas voilà, ne soyez pas surpris, j'espère que le rendu sera bon. Pour vous parler du coup un peu de tout ça, il faut que je revienne quand même pas mal en arrière, notamment au moment où j'ai eu mes règles donc la première fois, donc c'était très jeune, j'avais à peu près 10 ans et demi. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé du coup à avoir mes règles, elles étaient très irrégulières. C'est-à-dire que je les avais peut-être 2-3 fois grand max par an. Donc c'était pas beaucoup, parce que j'avais des cycles très longs, en fait une longue période sans règles, qui pouvait durer parfois 4-5 mois. Donc à l'époque, on va dire que les premiers temps, ça n'a pas trop inquiété, notamment ma mère. Plus tard un peu oui, parce que quand j'ai commencé du coup à avoir mon premier copain et tout, à chaque fois elle se demandait si j'étais pas enceinte ou autre. C'est vrai que souvent quand on en parlait au médecin à ce moment-là, on nous disait que j'étais jeune, que ça allait se régulariser seul et qu'il fallait juste être patient et que voilà. Et que d'ailleurs certainement après la prise d'une contraception, ça irait beaucoup mieux. En plus de ça, avec le recul, c'est vrai qu'il y a eu quelques signes en plus, c'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de poids quand j'ai eu mes règles au fur et à mesure des années. J'ai eu une période où j'ai eu pas mal d'acné, c'était au début de la puberté et c'est vrai que j'étais quand même assez poilue. Ce que je vous dis là, c'est important par rapport justement au diagnostic ensuite. Euh, Vers mes 14 ans et demi, 15 ans, j'ai commencé à prendre la pilule. Au départ, ça a été vraiment génial parce que justement, ça a régularisé mes cycles, forcément, puisque sous pilule, ce sont de faux cycles. Mais le gros avantage pour moi, du coup, c'est que je savais quand ça allait tomber. C'était beaucoup plus facile de m'organiser quand je partais, quand j'étais pas chez moi. Parce que malheureusement, quand on a des cycles très irréguliers, le problème, c'est qu'il faut être prêt à tout moment. Et surtout, c'est vrai que, alors au niveau du poids, j'ai quand même continué à en prendre, mais par contre, je trouvais que j'avais moins de poils, j'avais quasiment pas d'acné,
règles pas du tout, enfin très peu douloureuses on va dire, pas du tout mais très peu douloureuses, très courtes aussi, donc c'était génial. Il y a une période où j'ai voulu arrêter la pilule et j'ai voulu tester l'implant, je crois que j'avais 18-19 ans. C'est au moment en fait où on a découvert mon intolérance au lactose parce que comme j'étais tout le temps malade, j'avais peur en fait d'éliminer la pilule et du coup de prendre des risques. Donc je suis passée sous implant mais ça m'est pas du tout convenu parce qu'en fait je l'ai gardé je crois 6 mois et pendant 6 mois j'ai pas arrêté d'avoir des spottings en fait en permanence, donc du coup ça n'allait pas. Donc je suis repassée sur une pilule. Et ça c'était justement en Allemagne. Les premiers mois où je suis arrivée en Allemagne, j'avais fait poser du coup mon implant en France. Et ensuite j'ai déménagé en Allemagne, donc je l'ai fait retirer là-bas. D'ailleurs, sous implant, j'ai retrouvé cette info dans une conversation avec une copine sur Messenger, parce que moi je m'en souvenais pas. Mais sous implant, la gynéco que j'avais vue en Allemagne m'avait dit d'ailleurs qu'elle voyait des... alors à l'époque, elle avait utilisé le mot kyste sur les ovaires. Bon, moi, ça m'avait pas trop inquiété apparemment à l'époque, je m'étais pas trop posé de questions. Et puis, du coup, j'étais passée sous pilule et plus de problème. Quand j'ai rencontré mon mari, c'est vrai que quelques temps après, qu'on a commencé à parler bébé, alors même si c'était pas pour tout de suite, mais que c'était un vrai projet pour nous, il y a des choses qui ont commencé à m'inquiéter parce que je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai toujours senti au fond de moi qu'il y avait un truc qui allait pas à ce niveau-là. J'ai toujours voulu des enfants, je savais que j'en aurais, quoi qu'il en coûte. Mais j'ai toujours eu peur de ça parce que j'ai toujours senti que ça allait être compliqué, qu'il y allait avoir, j'allais dire un mot un peu vulgaire, mais qu'il allait y avoir un petit problème dans cette aventure-là. J'en parlais d'ailleurs avec ma famille, bon tout le monde pensait que j'étais un peu tarée. Même Steven le prenait pas trop au sérieux. Voilà, je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, je sais qu'un jour, j'étais tombée sur un article du syndrome des ovaires polykystiques et je m'étais dit, pétard, j'ai l'impression que j'ai ça parce que ça correspondait à beaucoup des signes. Très peu de règles, règles douloureuses, la pilosité, la perte de cheveux. Bon, parce que ça, j'allais y venir, mais ces dernières années, j'ai énormément perdu mes cheveux. Alors, c'est vrai que je pensais que c'était plus en lien avec le lipœdème. Je pensais, mais bon, voilà, ça peut, mais en tout cas, je pense que c'est aussi lié au SOPK. Et, et surtout, bon, voilà, la prise de poids, il parlait aussi de taches sombres à certains endroits de la peau, donc notamment dans la nuque. Alors, je sais pas si on le verra, mais moi, je le vois, c'est un truc qui me saoule. J'ai la même chose entre les jambes, au niveau des aisselles aussi. Bon, et ça, j'avais lu que ça pouvait être signe. J'en avais parlé à ma gynéco en Allemagne à ce moment-là, qui n'était pas la même que la première que j'avais vue. Elle m'avait fait une écho, elle m'avait dit vos ovaires sont nickel, vous n'avez pas à vous inquiéter et tout. Donc moi, ça m'a rassurée sur le moment, mais en fait, j'ai appris après coup que de toute façon, sous pilule, le SOPK ne ressort pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de cycle, ce sont des faux cycles, il n'y a pas d'ovulation. Donc du coup, forcément, les ovaires paraissent nickel. Bon. On arrive du coup à l'année 2021 où avec Steven, vraiment le projet devient concret. On en parle énormément, on attendait juste en fait un peu de savoir pour le travail de Steven puisque c'était un peu en stand-by. Et on comptait se lancer dès qu'on en saurait plus. Et là, j'ai recommencé à beaucoup stresser. Je me disais que ça marcherait pas, ou difficilement, ou dans longtemps. J'ai recommencé à me dire qu'il y avait un souci et tout. Bon, d'ailleurs, je sais que c'était un peu sujet de dispute avec Steven parce que lui, il comprenait pas du tout pourquoi j'étais dans cette optique-là. Il se disait que j'étais hyper négative et tout. Alors, ce que je peux comprendre avec le recul, mais bon, au final, il y avait vraiment un problème. Mais c'est vrai que ça a commencé à me stresser. Et puis j'ai arrêté ma pilule. Alors exactement, j'ai arrêté ma pilule le 31 juillet, si mes souvenirs sont bons. En fait, à la fin, ma pilule ne me convenait plus du tout. J'avais pris rendez-vous avec ma sage-femme et elle m'avait... Enfin, parce que je voulais changer de pilule. Sauf que du coup, entre-temps, à la fin de la plaquette, Steven m'a dit, écoute... pour mon travail, on sait, c'est le moment, on se lance. Donc du coup, je suis allée voir la sage-femme, mais on a fait plutôt un petit entretien, je sais plus comment ils appellent ça, je crois que c'est pas prénatal, mais
Enfin, en gros, quand tu te lances dans le projet bébé, elle te donne quelques conseils et puis surtout, elle te prescrit quelques prises de sang, notamment. Bah, tu peux déjà voir pour la toxoplasmose, mais aussi si t'as des anticorps contre la rubéole, enfin des choses comme ça. Donc au début, quand j'ai arrêté ma pilule, j'étais plutôt sereine. Je gardais quand même en tête le fait que je pensais qu'il y avait un problème, mais je sais pas, je sais pas pourquoi, mais comme c'était l'été, que c'était le début du projet et tout, j'étais un peu euphorique. Donc ça a été, on va dire que jusque fin août, ça allait. Et puis fin août, grosse douleur au ventre. Si vous entendez un peu ronfler, c'est Stitch. Grosse douleur au ventre, je sais pas, je sentais au fond de moi que ça allait pas trop, je commençais à avoir de l'acné de fou, je commençais à avoir beaucoup plus de poils de nouveau sur les jambes, la moustache surtout c'est le truc qui m'a alerté, mes sourcils qui poussaient beaucoup plus vite et tout, et je perdais encore plus mes cheveux. Et là c'est vrai que sur le coup, bon, on te dit que ça peut être dû à l'arrêt de la pilule parce que c'est quand même un bouleversement hormonal, mais je sais pas. Encore une fois, je sentais qu'il y avait autre chose. Et du coup, je me lance dans quelque chose que je ne voulais pas du tout faire au départ, c'est-à-dire les tests d'ovulation, parce que dans ma tête, je me dis... oui, en fait, c'est ça. J'ai pas eu mes règles au moment où je devais les avoir. J'étais pas enceinte. Et je me suis dit, si j'ai pas eu mes règles, c'est que j'ai pas ovulé. Donc peut-être que ce qui serait bien c'est de faire des tests d'ovulation, ça me rassurera peut-être et ça me montrera où j'en suis dans mon cycle. Du coup c'est ce que je fais, j'avais acheté une boîte, je l'ai encore, je vais essayer de la trouver pour pouvoir vous montrer. Je l'ai retrouvée, donc j'ai acheté cette boîte en fait sur Amazon, je sais plus combien j'ai payé. C'était pas très cher. Mais en gros, dedans, il y a 80 tests d'ovulation et 25 tests de grossesse. Donc, c'est des toutes petites bandelettes, comme ça. Dedans, il y a aussi, je peux vous montrer parce qu'il en reste quand même beaucoup. Dedans, il y a aussi un petit journal où on peut coller en fait ces tests. Alors, je vais vous montrer pour faire un peu le suivi, noter quel jour où on en est dans notre cycle, etc. Des observations. Et il y a aussi des petits pots comme ça pour retenir le pipi. Vous voyez, il m'en reste quand même beaucoup. Et donc je commence les tests d'ovulation et en fait le premier, je vais vous montrer. Je crois que le premier je ne l'ai pas collé parce qu'au départ je pensais pas le faire. Stitch, si tu peux éviter de mettre ton nez dedans, c'est pas mal aussi. Et puis, oui, donc le premier, je l'ai pas collé, je crois, mais ensuite, j'ai commencé à le faire. Et en fait, le truc qui m'est paru bizarre tout de suite, c'est que on sait qu'un test d'ovulation, comment ça marche, c'est qu'il y a une barre, du coup, de contrôle, comme sur un test de grossesse. Et l'autre barre, si elle n'est pas aussi foncée ou plus foncée que la barre de contrôle, c'est que vous n'êtes pas en période d'ovulation. Donc, même s'il y a une barre, c'est pas comme un test de grossesse, s'il y a une barre, ça ne veut pas dire que vous êtes en période d'ovulation. C'est vraiment la couleur qui détermine. Et le truc qui m'a étonnée, c'est que je l'ai trouvé toujours très foncé. Alors j'en faisais 2 par jour, parce que j'avais lu que ça pouvait quand même aller assez vite, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être pas en ovulation le midi et être le soir. Alors j'avais lu qu'il fallait pas le faire le matin, donc moi j'en faisais en général vers midi et un autre vers 19-20 heures, quelque chose comme ça. Et je sais pas du coup si vous pourrez bien voir, mais je trouvais qu'ils étaient quand même assez foncés. Et encore que là en vidéo c'est pas très net. Bon, ils ont beaucoup séché aussi depuis. Mais ce qui m'a étonnée, c'est que je trouvais qu'ils étaient quand même très foncés tout le temps parce qu'en fait ça a duré longtemps. Je crois que j'ai fait ça, exactement, je vais vous dire. Hein. J'ai fait ça du 8 septembre au 22 septembre, donc une quinzaine de jours. Et en 15 jours, il n'y a jamais eu ce fameux pic pour montrer qu'il y avait une ovulation. Mais en même temps, on avait toujours l'impression que j'en étais proche. Donc c'était bizarre. Et là, il se passe 2 choses. Avec la sage-femme qui me suivait, on s'écrivait sur WhatsApp. Enfin, on n'était pas copines, hein, mais quand j'avais une question, je pouvais l'écrire sur WhatsApp. Et du coup, je lui écris. Et elle me propose un rendez-vous pour qu'on en discute. Bon, je pense que quand je lui ai envoyé les photos de mes tests d'ovulation, elle a dû croire que j'étais tarée. Mais je lui avais déjà dit que je pensais qu'il y avait un problème, donc je pense quand même qu'elle a compris un peu l'enjeu. Mais du coup, elle m'a proposé un rendez-vous que j'avais, je sais plus quel jour. Mais je pense que c'était juste après ça parce que j'ai arrêté au moment où je suis allée la voir. Donc 22-23 septembre, quelque chose comme ça. Et en fait, en parallèle, elle me donne rendez-vous
Et moi, je cherche sur internet, je tape simplement. Comment j'ai tapé? Oui, test d'ovulation, toujours positif ou quasiment toujours positif. Et là, le premier résultat qui sort, c'est syndrome des ovaires polykystiques, avec un article très détaillé d'une école, je crois, ou d'un service gynéco, qui explique le pourquoi les tests d'ovulation sur les personnes atteintes de SOPK ne fonctionnent pas. Parce que par rapport en fait aux troubles hormonal que cause le SOPK, les tests d'ovulation du coup ont l'air toujours presque positifs mais sans l'être. Et l'article était très détaillé sur ce qu'est le SOPK, sur les symptômes et tout. Et là de nouveau je me replonge du coup dans ça, ce que j'avais plus ou moins déjà lu quelques années avant, et je me dis merde, merde, parce que pardon pour le gros mot d'ailleurs, mais parce que je pense que c'est ça quoi. C'est quand même la deuxième fois dans ma vie entre guillemets où je retombe sur ça et où je me dis mais tout s'explique, et avec les tests d'ovulation du coup en plus, donc bon. En parallèle, en attendant de voir la sage-femme, j'étais sur WeMoms. Je pense qu'il y en a qui connaissent. Et du coup, je regarde comme on pouvait filtrer par hashtag. Je regarde hashtag SOPK, hashtag ovaire polykystique, les groupes aussi qui sont par rapport au syndrome, etc. Et là, je vois beaucoup de témoignages de filles qui ont des tests d'ovulation pareils, ou des filles qui galèrent à tomber enceinte, qui ont les mêmes symptômes. Enfin voilà, je me reconnais dans plein de choses, je prends beaucoup d'infos. Je pose aussi des questions, je prends beaucoup d'infos. Il y a beaucoup de filles qui parlent à ce moment-là du coup de PMA et de stimulation ovarienne, de traitement, etc. Donc c'est vrai que je suis un peu mitigée parce qu'en même temps, j'ai l'impression que j'ai la réponse à toutes mes questions. Et en même temps, j'ai hyper peur. Parce que je me dis, quand tu te lances dans le projet bébé, tu sais jamais quand ça va marcher. Ça, c'est sûr, c'est pour tout le monde pareil. Ça peut marcher tout de suite, comme dans un an. Mais quand tu te lances dans le projet bébé, que tu as à ce moment-là 24 ans, que tu as plein de femmes enceintes autour de toi, que toi, tu as toujours attendu que ça, et que là, tu te prends un peu dans la tête que oui, il y a un problème, et que il faudra peut-être passer par la PMA et tout, c'est quand même assez difficile. Sans parler en plus du coup des symptômes autour. Moi, je ne me reconnaissais plus. Bon, Steven, pour ça, il a été vraiment adorable, mais j'avais des boutons partout, j'avais l'impression d'avoir 12 ans. J'avais une moustache, mais à chaque fois je rigolais, je disais à Steven, t'es plus avec Marie, t'es avec Mario. Bon, c'est... Voilà, on en rigolait, mais c'était hyper difficile quand même pour moi aussi, ces changements physiques. Est arrivé le rendez-vous avec la sage-femme, et là, ça n'a pas arrangé grand-chose, parce qu'elle me dit déjà, premièrement, que malheureusement, en tant que sage-femme, elle ne peut pas faire grand-chose parce qu'elle n'est pas formée pour ça. Bon, ça, je le comprends totalement. Mais elle me dit quelque chose qui, peut-être pour elle, paraissait anodin, mais c'est très dur à entendre. C'est qu'elle me dit, vous savez, de toute façon, vous êtes jeune, vous avez 24 ans, là, on ne pourra rien faire avant 2 ans, parce qu'une grossesse peut quand même venir spontanément, même s'il y a un problème. Et ensuite, si ça marche pas, ça sera la PMA. Donc en gros, on te dit déjà qu'il y a quand même de fortes chances que tu sois obligé de passer par la PMA, mais en plus, on te dit que tu peux même pas tenter quelque chose tout de suite, même si tu sais qu'il y a un problème, c'est qu'il va falloir attendre 2 ans. Alors, je sais qu'il y a des femmes qui attendent beaucoup plus longtemps que ça pour tomber enceinte, et je trouve ça horrible qu'il y ait autant de délais. Parce qu'autant pour une infertilité inexpliquée, malheureusement qu'il faille attendre, ça paraît logique. Mais quand on sait qu'il y a un problème, qu'on le constate, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose tout de suite? Bref, du coup, et elle me dit du coup qu'elle veut bien me faire une ordonnance pour une échographie. Mais elle me dit, je sais pas ce qu'on peut faire d'autre parce que je m'y connais pas. Et elle me dit, je vous donne l'ordonnance, mais moi je vous conseille de pas la faire tout de suite, d'attendre 6 mois, parce que si ça se trouve, une grossesse spontanée arrivera quoi, et ça serait dommage de passer à côté. Bon, je sors du rendez-vous un peu dépitée, je reconnais. Et j'en parle avec Steven, je lui explique. Et Steven, en fait, Steven, lui au début, il pensait vraiment que je délirais. Mais il me dit, honnêtement, il me dit, si t'as un doute, on le fait. Enfin, on fait cet écho, on voit ce qui se passe, ça sert à rien d'attendre.
c'est bête quoi. En plus, bon, il me connaît, moi si j'attends, je vais cogiter et tout, ça m'aurait pas permis de penser à autre chose du tout. Donc du coup, je prends rendez-vous pour l'écho. Il me semble que j'avais rendez-vous le 4 octobre, quelque chose comme ça. Et en fait, quand j'ai pris rendez-vous avec une sage-femme justement qui faisait les échographies sur Marseille, et je lui envoie un petit message quand même pour lui expliquer la situation, et elle me dit qu'il n'y a pas de souci, qu'elle peut le diagnostiquer avec l'écho, qu'après par contre elle pourra pas plus m'aider, mais qu'elle pourra déjà m'apporter un début de réponse. Donc moi je prends le rendez-vous le 4 octobre, je vois cette sage-femme. Et cette sage-femme me dit, enfin on fait l'écho, donc c'est une écho endovaginale. Et là, honnêtement, on voit tout de suite qu'il y a un problème. J'essaierai, si je retrouve le cliché, de vous mettre une photo de l'échographie quelque part. Mais en fait, sur les ovaires, on voit clairement qu'il y a l'ovaire et plein de boules dessus. Enfin de boules. Sur l'écho, on dirait des petits ronds. Et en fait, qui sont quand même tout petits. Et là, elle me dit où il y a beaucoup de monde. Donc, bon, sous-entendu, il y a beaucoup de follicules. Parce que justement, je voulais quand même expliquer, parce que souvent on dit que le syndrome des ovaires polykystiques, donc ce sont des kystes. Mais en fait, c'est pas ça, ce sont des follicules. Toutes les femmes ont des follicules en âge de procréer. Puisque c'est un follicule qui libère un ovule au moment de l'ovulation. Mais en fait, le souci, si vous voulez, c'est que quelqu'un qui a le syndrome des ovaires polykystiques va avoir beaucoup plus de follicules. En général, 15, 20, voire beaucoup plus. Moi, je sais qu'elle m'a dit, à partir 20, j'ai arrêté de compter. Qui ne grossissent pas assez. Il n'y en a aucun qui va grossir suffisamment pour que l'ovule soit mature et puisse être libéré. Ce qui fait que déjà, on peut sentir que ça travaille tout le temps. Moi, j'avais tout le temps mal en bas du ventre. Mais en plus, c'est ça qui fait que du coup, sans ovulation, il n'y a pas de règles. Donc là, elle me confirme, et je le vois très bien, j'ai l'écran devant moi, je le vois très bien qu'il y en a beaucoup. Elle me confirme que c'est pas la normalité. Parce qu'après, bon, moi, j'ai jamais vu d'ovaire en soi, donc ça, je m'y connais pas. Mais elle me confirme que ça va pas, enfin que ça va. Que effectivement, mon ressenti est le bon. Que sur les 2 ovaires, le résultat est le même. Et puis ensuite, elle m'explique que bon, il y a 2 solutions. C'est soit j'attends effectivement, soit j'essaie de consulter. Qu'une grossesse spontanée peut quand même venir, parce que parfois tu peux avoir d'un coup, tu sais pas pourquoi, un follicule qui va mûrir et qui va libérer l'ovule, va avoir une ovulation, et peut-être qu'il y aura fécondation et que tu tomberas enceinte. Mais voilà, elle m'explique quand même que effectivement du coup ça peut être plus long et plus difficile. Et encore plus dans mon cas, puisque c'est avéré que j'ai pas de cycle, quoi, enfin très peu. Il y a des femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques qui ont quand même des semblants en tout cas de cycle. Moi, c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est pas du tout le cas. C'est très rarement le cas. Elle me donne le nom quand même d'une gynéco sur Marseille. Sauf que moi, 2-3 jours avant peut-être, à force de fouiner sur WeMoms, j'étais tombée par hasard sur le post d'une fille qui parlait de son super gynéco sur Marseille, qui était spécialisé dans l'infertilité et surtout dans le syndrome des ovaires polykystiques, et qu'apparemment c'était le dieu des bébés. Donc je lui avais écrit en privé, elle m'avait donné son contact, et donc une fois que j'ai fait cet écho et que j'étais quand même quasiment sûre que c'était bien ça, j'ai appelé ce gynéco qui m'a donné rendez-vous du coup pour le 28 octobre. Donc là, je vous avoue que ça a été une période un peu longue. En soi, bon, vous me direz pas vraiment, parce que l'attente, ça a duré 3 semaines et demie. Mais c'est vrai que je me posais beaucoup de questions. Je me demandais vraiment si ce gynéco allait pouvoir m'aider, s'il allait pas me dire que c'était trop rapide. Parce que c'est vrai que moi, j'ai trouvé le temps long, mais en y repensant, ça a été rapide. J'ai arrêté ma pilule fin juillet. Début octobre, j'ai eu plus ou moins un diagnostic. Fin octobre, je le voyais lui. Bon. Au final, ça a été rapide, donc je me disais peut-être qu'il va me dire qu'il faut attendre, alors peut-être pas 2 ans, mais il va peut-être me dire revenez dans 6 mois ou quoi. Donc j'étais un petit peu quand même stressée. Arrive donc le 28 octobre, je vais à mon rendez-vous toute seule.
il cherche pas trop à discuter, on n'a pas du tout parlé de mon ressenti et tout. Je lui explique juste la situation rapidement, que j'essaie de tomber enceinte, que je n'ai pas de règles et que ça a été le cas pendant toutes mes années sans pilule, quand j'en avais très rarement. Il m'a dit venez on va faire l'écho, il refait une écho, il reconstate la même chose. Lui vérifie en plus l'épaisseur de mon endomètre et il remarque que l'endomètre est très fin. Donc déjà, ce qui est aussi signe du SOPK, mais en plus, il me dit aussi qu'on voit du coup grâce à ça que je suis pas prête d'avoir mes règles, clairement. Il me prescrit plusieurs choses du coup. Tout de suite, il me dit qu'il va m'aider. En fait, le truc qui m'a trop émue, c'est que il me fait asseoir sur la table après l'écho et il me dit moi, je vais te donner un traitement. Tu vas suivre ce que je te dis de faire. Ça va être ça, ça, ça et ça. Et tu l'auras ce bébé. Et j'avoue que pour la première fois par rapport aux 2 visites avec les sages-femmes et tout, je me suis dit ça prendra peut-être un peu de temps parce que peut-être que le traitement marchera pas tout de suite, etc. Mais je sens que lui me lâchera pas. Que lui, il va tout faire pour que, pour que ça marche quoi. Donc c'est vrai que je suis ressortie quand même, bon c'était un peu l'inconnu, mais je suis ressortie sereine. En plus, c'est vrai que je parlais beaucoup avec cette fille du coup qui me l'avait conseillé et elle était déjà en traitement donc elle m'expliquait un peu avec un peu d'avance ce qui se passait. Et puis de toute façon, sur Wimoms, je voyais bien que le traitement de base quand on veut tomber enceinte pour une stimulation ovarienne, c'est un peu le même partout donc du coup, je savais quand même un peu à quoi m'attendre. Lui me prescrit quand même une prise de sang pour vérifier plein d'hormones parce que il faut quand même savoir que oui l'écho dit beaucoup de choses mais sans la prise de sang le diagnostic il n'est pas complet. C'est vraiment les taux aussi des hormones qui confirment le syndrome des ovaires polykystiques. Alors aujourd'hui on est le 28 octobre, je suis allée voir donc le gynéco pour la première fois. Comme prévu, il me fait démarrer un protocole. Alors bien sûr, il a refait une écho pour bien confirmer donc le syndrome des ovaires polykystiques et un bilan complet sanguin que j'ai fait du coup en sortant du cabinet. Il aura les résultats en milieu de semaine prochaine. Et il m'a donné pour commencer donc du faston pour déclencher les règles. Donc je dois en prendre 2 comprimés pendant 14 jours. Bien sûr, si mes règles arrivent avant, il faut que j'arrête et que je l'appelle parce qu'il faut que je le revoie entre J1 et J3 du cycle. Donc quoi qu'il arrive, quand j'ai mes règles, il faut que je l'appelle pour prendre rendez-vous rapidement. Et on verra ensuite ce qu'il me proposera. Enfin lui il sait déjà mais il ne m'a pas expliqué dans le détail. Et en complément, au lieu de l'acide folique classique, il m'a prescrit Ovunol, qui est un petit peu plus complet apparemment. Donc voilà, à voir un petit peu ce que ça va donner. Je vous reprends aujourd'hui, on est, si je dis pas de bêtises, le jeudi 4 novembre. En gros, ça va faire la 8e prise de Dufaston et Ovunol ce soir. Comment vous dire que depuis 2 jours, je suis littéralement crevée. Migraine à fond. Comme si j'étais malade en fait, alors que je suis pas du tout malade. Et vraiment, surtout cette fatigue. Le matin, j'arrive pas à me sortir du lit. C'est trop bizarre, vraiment. Et je sais que c'est un des effets, deux des effets indésirables. Donc bon, c'est comme ça, il faut ce qu'il faut. Mais ouais, c'est venu brutalement. Et je sais plus si je vous l'avais dit les 2 premiers jours, par contre le matin, je sais pas si c'est ça ou pas. Mais j'avais eu la nausée. Mais vraiment le matin au réveil, à peine je mettais le pied par terre jusqu'à ce que j'ai mangé, j'avais la nausée. Puis c'est passé. Et là, depuis 2 jours, fatigue et migraine. Donc là, je vais clairement manger, prendre mon traitement et faire un gros dodo. C'était bizarre à ce moment-là parce que on sent que tout notre corps est bouleversé, que c'est pas anodin, que clairement c'est un traitement. Mais en même temps, moi je me sentais tellement rassurée parce que je me disais ça y est, ça bouge, il se passe quelque chose dans mon corps et tout. C'est le début quoi. Et donc voilà, à l'arrêt de Dufaston, j'ai pas eu mes règles pendant. À l'arrêt de Dufaston, je crois 3 jours après, je m'en rappelle très bien. Le samedi 13 novembre, je commence à avoir un petit peu mal en bas du ventre. Enfin, pas mal, mais ça me tirait un peu.
Moi, je dis peut-être. Puis le soir et le lendemain matin, plus rien. Donc dégoûtée, je me dis putain, mais non, jamais y venir quoi. Je parle très mal dans cette vidéo d'ailleurs. Et, euh, et au final, peut-être le lendemain exactement, mais je me rappelle avec Steven, on était sur le canapé. Et c'est le jour où on a tourné la vidéo des décos de Noël d'ailleurs. Ce jour-là, on était sur le canapé et d'un coup, je sens que mon ventre me tire un petit peu et surtout le bas du dos. Je vais aux toilettes. Bon, désolée pour les détails, je m'essuie et là, je vois que j'ai mes règles. Et là, je sais même pas comment vous dire, mais j'ai pleuré sur les toilettes. Je crois que c'est la seule fois de toute ma vie où j'étais contente d'avoir mes règles, mais parce que je savais qu'il fallait que je les ai pour qu'on démarre le protocole, la stimulation réellement. Donc j'étais tellement contente. Bon, du coup, ça tombe le dimanche. Donc le lendemain, j'appelle le gynéco. Sa secrétaire, du coup, me donne rendez-vous le lendemain. Donc à J3. Donc aujourd'hui, on est mardi 16 novembre. Et dimanche 14, j'ai eu finalement mes règles. Donc après 14 jours du faston. Et c'était le 4e jour d'arrêt en fait. Aujourd'hui, j'ai vu le gynéco, j'ai fait une prise de sang, il a fait une écho et il m'a prescrit la suite. Donc, Clomid, 2 comprimés pendant 5 jours à prendre le soir, donc en gros là jusqu'à samedi soir. Et Provam à prendre pendant 10 jours, donc jusqu'à ce que je le revoie, un le matin, un le soir. Je le revois le vendredi 26 novembre. On verra si du coup le traitement a marché, c'est-à-dire si j'ai des follicules qui ont suffisamment grossi pour en gros qu'il y ait une ovulation. Donc réponse à ce moment-là. Et du coup on verra à ce moment-là en gros si le traitement a marché et si on peut tenter quelque chose pour ce mois-ci. Sinon, enfin pour ce cycle, sinon ce sera foutu pour celui-là, il faudra essayer autre chose. On est aujourd'hui à J12 de mon cycle, on est le 25 novembre. Donc j'ai pris Clomid la semaine dernière du mardi au samedi. Donc en gros de J3 à J7 ou J8, voilà, pendant 5 jours en gros. J'ai pas eu trop d'effets secondaires, moins qu'avec du faston. Simplement, donc quand j'ai pris les 2 comprimés le mardi soir, 2 heures après, j'avais le ventre assez gonflé et je me sentais voilà, un peu ballonnée. Et le lendemain, grosse fatigue et les yeux qui piquaient, qui brûlaient un peu, comme quand on est malade. Et puis, c'est parti. Par contre, très vite, je crois le 2e soir, j'ai commencé à avoir un petit pic à l'ovaire droit, mais qui venait, qui partait, c'était que le soir. Et puis là, depuis ce lundi, donc après l'arrêt de Clomid, douleur, ça lance bien à l'ovaire droit, aux 2 ovaires, mais plus à l'ovaire droit. En gros, depuis lundi, ça me lance et l'ovaire gauche que depuis 2 jours et moins fort. Donc j'espère que c'est bon signe, que ça travaille vraiment et pas trop en même temps parce qu'il faut surtout pas que ce soit de l'hyperstimulation et qu'on puisse pas du tout essayer quoi. Donc demain j'ai rendez-vous avec le gynéco qui fera une écho et qui me dira si ça a marché, s'il y a des follicules matures ou presque matures pour pouvoir déclencher l'ovulation. Parce qu'il m'avait quand même prévenu que s'il y avait plus de 2 follicules qui avaient grossi, parce qu'en gros un follicule égale une ovulation, enfin un follicule mature, que lui il était pas chaud pour déclencher parce que en fait chaque follicule en gros à la fin peut donner un bébé. Donc j'avais peur que ça ait trop marché, qu'ils me disent ben oui ça a marché mais on peut rien faire ce cycle là, on déclenche rien et on attend celui d'après. Je vais donc le voir. Là c'était un peu le grand moment, c'était l'écho de contrôle. En gros il a vérifié à ce moment là quels étaient où en étaient les follicules, s'ils avaient suffisamment grossi, si trop, si pas assez, combien il y en avait. Et moi j'étais persuadée qu'il y en avait sur les 2 ovaires. Alors j'espérais un de chaque, mais je savais pas. Et on fait du coup l'écho.
Et là, ben, en fait, mon sentiment était le bon. Il y en avait un qui avait beaucoup mûri, enfin bien grossi au vers droit et un au vers gauche. Et là, par rapport à l'écho que j'avais fait où on voyait tous les petits follicules au début pour le diagnostic, on voit clairement la différence. C'est-à-dire qu'il y a l'ovaire, il y en a des petits autour parce que le SOPK il est là de toute façon. Mais surtout, il y en a un gros qui est vraiment gros par rapport aux autres. Et du coup, il me dit que le traitement a hyper bien marché, que pour une première fois c'est génial. Parce que c'est vrai que le premier traitement c'est un peu la phase de test. Une femme peut très bien réagir, une autre pas du tout. Enfin voilà, c'est très aléatoire et il me dit que ça a très bien marché. Il me réexplique que je vais avoir une double ovulation et être sûre quand même que nous ça ne nous dérangerait pas, que qu'il puisse potentiellement y avoir des jumeaux après. Il faut le prendre en considération parce que un tel traitement, enfin à mon sens, quand tu le fais, que tu es dans cette situation-là, tu décides pas ensuite de faire une réduction embryonnaire. Et nous, on en avait parlé avec Steven, pour nous, il était clair que de toute façon, jusqu'à 2, il n'y avait pas de souci. 3, on l'aurait pas tenté, mais jusqu'à 2, il n'y avait pas de souci. Et donc, et ben, il me dit, ce soir, tu fais le déclenchement de l'ovulation, donc par Ovitrel. Donc c'est un stylo, c'est une injection, mais c'est un stylo fait. Il faut juste tourner et après, c'est dans le ventre directement. Donc je suis allée l'acheter à la pharmacie. Je crois que cette fois-ci, il m'a pas fait de prise de sang. Je crois pas. Et puis il me dit, ben, en gros, l'ovulation aura lieu dans les 36 heures. De toute façon, il me dit, on se tient au courant. Puisqu'il m'a dit, dans tous les cas, si ça a marché et que tu es enceinte, ben, tu reviens et je te suis et tout. Si ça n'a pas marché, on repart de toute façon sur une nouvelle stimulation. Il me dit dans tous les cas, le premier avantage, c'est que comme on sait qu'il va y avoir ovulation, il m'a dit que 2 semaines après, si tu n'es pas enceinte, tu auras tes règles. Ça, c'est sûr. Donc bon, je me dis, écoute, jusque-là, tout a bien marché, c'est génial et tout. On va voir la suite. Bon, je fais l'injection le soir même. Le week-end en soi se passe bien. Bon, clairement, dès le lundi, donc ce qu'on appelle DPO1. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, en fait, c'est en gros le nombre de jours après l'ovulation. Je crois de DPO1 à DPO5 inclus, des symptômes de grossesse de dingue. Mais j'étais prévenue, c'est Ovitrel qui fait ça, parce qu'Ovitrel donne les mêmes symptômes qu'une grossesse. Donc je le savais, c'est-à-dire j'étais très fatiguée, j'avais très mal au sein, j'étais hyper constipée et tout. Donc voilà. Le jour donc, du DP aussi, je me réveille bien, plus de symptômes, sauf l'après-midi, très mal au ventre. Mais au même endroit que pour mes règles, mais pas la même douleur. Et là, je me dis 2 solutions. Soit c'est mes règles qui se préparent, soit c'est l'anidation. Et je dis à Steven, j'ai quand même espoir que ça soit l'anidation parce que je sais que elle se fait souvent vers DPO6, DPO7. Donc j'avais tellement espoir que ce soit ça. Le lendemain, donc le dimanche, rien. Lundi, rien. Mardi, DPO9, j'étais au bureau. Et je sais pas pourquoi, mais toute la journée, j'avais envie de faire des tests de grossesse et tout. Mais de un, je me disais, c'est trop tôt. Et l'autre problème aussi, c'est que Ovitrel donne de faux positifs. C'est pour ça qu'on nous dit souvent qu'il faut faire le test de grossesse et la prise de sang que 2 semaines après. En gros, moi j'avais fait Ovitrel un vendredi, il fallait que je fasse la prise de sang le vendredi. Parce que, justement, pour éviter les faux positifs. On sait que Ovitrel peut rester jusqu'à 10 jours dans le corps, entre guillemets. Que même chez certaines femmes, ça va jusqu'à 12. Donc pour éviter les faux positifs, on dit d'attendre 14 jours, donc en gros DPO 12. Et du coup, mais moi, DPO9, trop envie de faire un test. J'en parle avec Steven par message et tout. Et il me dit, écoute, si t'as envie de le faire, fais-le. De toute façon, j'en avais plein. J'avais donc la boîte que je vous ai montrée. J'avais acheté, un Clearblue digital, mais celui-là, je l'avais acheté en me disant, tu le feras que si t'es sûre d'être enceinte. J'avais aussi acheté une boîte de 2 tests
précoce chez Action, 2 tests classiques, une autre boîte de 2 tests en pharmacie et une boîte de 2 tests des Clear Blue à croix. Vous savez, avec l'encre bleue, alors ça à prendre avec des pincettes parce qu'apparemment il y a eu beaucoup de faux positifs. Mais du coup j'en avais énormément et Steven me dit bah si tu veux fais-en un. Il me dit quand tu rentres on fait un test précoce. Et là, bon bah vous le verrez ensuite parce que j'avais filmé, mais toute petite ligne, très pâle. Et pareil sur le test à bandelette là, de la boîte, qui pourtant n'était pas un test précoce. Je me dis, bon, 2 options. Soit c'est le petit reste d'eau vitrelle, puisque j'ai testé quand même trop tôt, soit c'est un début de grossesse. Et donc là, avec Steven, on se dit, bah, demain, on refait les mêmes tests, comme j'en avais de la même marque, même modèle. Comme ça, on peut bien comparer la ligne. Si la ligne est plus faible ou qu'elle s'est évaporée, c'est que c'était au vitrelle. Si elle a foncé, c'est que c'est une grossesse. Et le lendemain, je refais les 2 tests et ça avait foncé, quoi. Donc, c'était ouf. Je me rappelle que... Enfin, au fond de moi, je le sentais que c'était bon, que c'était ça, parce que je me sentais pas du tout comme d'habitude. J'avais de nouveau des symptômes depuis justement bah, ce jour-là, donc DPO10, que j'avais plus depuis plusieurs jours, donc je savais que c'était plus au vitrelle, bah, de nouveau hyper constipée, bon, plein de choses, mais ça je vous expliquerai dans une autre vidéo, puisque ça fait partie des symptômes du premier trimestre. Mais en même temps, je me dis, mais c'est un truc de ouf, ça a marché au premier cycle, mais comment c'est possible? Et Steven, il osait même pas y croire. Du coup, j'ai fait faire que des tests pendant jusqu'au vendredi matin où je suis allée faire la prise de sang. Et vendredi après-midi, on a reçu le résultat et c'était bien positif. En gros, le premier test que vous voyez en haut, donc c'était à DPO 9. Ça, c'est les bandes qu'il y a dans les tests action précoces avec 10 UI. Donc le premier, vous voyez, il y avait une très très fine ligne. Et j'avais aussi fait un test comme ça. Le tout premier, il y a une toute petite ligne, mais ça, c'est un 25 UI. Donc quand je les ai faits, je me suis dit 2 options. Soit c'est bon, soit c'est un reste d'eau vitrelle. Donc j'attends le lendemain. Et le lendemain, la ligne fonce beaucoup pour celui-ci et quand même pas mal aussi pour celui-là. Les 2 d'en bas, ben, c'est donc les mêmes tests, mais c'est les jours qui ont suivi. Donc en gros, c'était DPO 9, DPO 10, DPO 11, DPO 12. J'ai fait aussi ces tests-là. Alors, si je me souviens bien, bon là, les lignes se sont beaucoup éclaircies, comme ça fait quand même quasiment une semaine que je les ai fait. D'ailleurs, je sais même pas si je les ai mis dans le bon ordre, pour être honnête. On voit pas très bien. J'essaierai de vous mettre une photo. Sur le moment, les lignes étaient beaucoup plus visibles. Mais en gros, le plus clair, c'était à DPO 10 et l'autre, c'était à DPO 11. Et alors, après, il y a les Clear Blue. Alors, franchement, je suis désolée de la couleur. Je sais pas pourquoi ils virent au jaune, enfin oui je sais pourquoi, mais je sais pas pourquoi ceux-là oui et les autres non. Mais je voulais quand même vous montrer parce que donc celui-là c'était pareil DPO 10 et celui-là DPO 11. Donc on voit que la barre du milieu est plus foncée. Donc voilà, ils sont clairement positifs. Donc j'en ai refait une le lundi, puis le mercredi pour confirmer. Et ensuite, tout s'est un peu enchaîné puisque une fois que j'étais enceinte, ensuite le gynéco m'a suivi et tout de très près. Donc tout ça, je vous l'expliquerai justement dans une autre vidéo, comme je disais par rapport au premier trimestre. Mais c'est vrai que ça a été assez dingue parce que j'ai trouvé le temps hyper long alors qu'en vrai, on a eu beaucoup de chance. Et ça, j'en suis consciente. À tel point que, je vous le dis là dans cette vidéo, je le redirai dans l'autre, mais j'ai pas très bien vécu les premières semaines, même on va dire le premier trimestre, parce que justement je me disais qu'on avait eu tellement de chance de trouver, enfin déjà de très vite savoir ce qu'il y avait, de trouver ce gynéco qui nous aide tout de suite et que ça marche tout de suite, que je me disais, putain il va se passer un truc, c'est pas possible, enfin voilà, j'étais très inquiète. Et aujourd'hui, bon je le suis quand même encore un petit peu, je reconnais, mais je me sens tellement reconnaissante de tout ça, de la chance qu'on a eue et de ce médecin qui est juste incroyable. C'est comme j'en ai rarement vu quoi. Donc ça donne espoir quand même en l'humanité.
D'ailleurs, bon, pour les filles qui sont sur Marseille ou proches de Marseille et qui pourraient être dans cette situation, si vous souhaitez le nom de ce gynécologue, j'ai aucun problème à le donner avec grand plaisir. Par contre, je veux pas le divulguer sur YouTube, donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram à ce moment-là. Mais par contre, voilà, sachez bien que il vous aidera s'il y a vraiment un souci. S'il n'y en a pas, il pourra rien faire, quoi. Voilà, donc je vous mets de toute façon les petits morceaux de vidéos que j'ai filmés au fur et à mesure du traitement. Et puis, je vous retrouve de toute façon pour la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, parce que j'ai peut-être oublié des choses ou mal expliqué certaines choses, ou voilà, je suis peut-être passée trop vite d'un truc à un autre, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou sur Instagram si vous voulez pas les poster de manière publique, je vous répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.